Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, je vous donne en fait un hack de sourcing en Chine pour votre business Amazon FBA. Et pour ce faire en fait, j'ai discuté avec le PDG d'une société qui s'appelle Jing Sourcing, avec qui nous avons collaboré pendant déjà 2 ans pour sourcer notre produit en Chine. Alors Jing en fait, il est en Chine, en fait il est basé à Yiwu. Et ce gars-là, il a une très bonne connaissance souterraine en fait de la recherche de produits qui sont vraiment difficiles à trouver sur des plateformes traditionnelles ou sur des plateformes très connues telles qu'Alibaba. Alors, nous avons conversé en fait avec Jing et je vais présenter ici dans cette vidéo cette conversation en termes de questions-réponses. Donc, nous lui avons posé des questions et il nous a répondu. Et je vous rapporte ici en fait les réponses sur les astuces, les hacks actuels du business Amazon FBA, donc avec le sourcing en Chine. Mais avant de commencer cette vidéo, bienvenue pour les nouvelles personnes. Alors, je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, commençons par le premier thème, c'est-à-dire créer un plan avant le sourcing. Alors, je pense ici qu'un bon point de départ en fait pour toute l'audience ici et ce que l'on attend en fait d'un acheteur du début jusqu'à la fin, c'est ce qu'on devrait demander à un agent de sourcing. Alors, qu'est-ce qu'on attend vraiment d'un acheteur donc de stock en Chine? Donc du début jusqu'à la fin du processus de sourcing. Alors au passage, en fait, sourcing veut dire trouver des produits qui correspondent à nos cahiers des charges. Donc nous avons déjà en fait exigé un cahier des charges. Voilà. Alors disons que voilà, je suis un tout nouveau vendeur à Amazon FBA. Donc je voudrais en fait acheter, m'approvisionner auprès d'un tout nouveau fabricant. Je n'ai jamais acheter un produit d'ailleurs en Chine ou n'importe quelle plateforme d'approvisionnement. Alors, qu'attend un fournisseur en fait de moi en tant qu'acheteur lorsque je l'approche du début jusqu'à la fin? Alors, la chose la plus importante est que vous, donc en tant qu'acheteur, en fait, devriez avoir un plan. Alors, cela pourrait être en fait un plan comme un budget que vous allez dépenser pour le produit, pour la première commande ou pour la deuxième commande d'ailleurs, mais vous devriez avoir le budget. Et puis, vous pouvez en fait essayer d'analyser quel type de produit vous pouvez choisir de développer. Donc là, vous avez les outils Jungle Scout et Helium 10 pour justement choisir, sélectionner les meilleurs produits qui correspondent à vos critères de recherche. Alors, parfois, certains développements de produits en fait vous coûteront beaucoup d'argent pour commencer. Alors, si vous êtes débutant, je vous les déconseille. Mais pour ces projets donc de développement de produits à haute dépense, en fait, si vous n'avez que quelques centaines de dollars, effectivement, abandonnez-les. Et même si vous avez assez d'argent pour la première commande, mais quand les affaires vont bien, vous allez jouer aussi sur la deuxième commande. Alors, vous n'aurez plus d'argent. Donc, ce n'est pas bon non plus pour votre business. Donc, vous devriez avoir un plan d'attaque au moins pour gérer le budget pour la première et la deuxième commande. Et la deuxième chose est que vous avez aussi un plan sur le calendrier pour lancer le projet, car pour le développement du produit, en fait, il vous faudra parfois plusieurs mois pour finir le prototype, finir les échantillons avant la production et finir aussi la production massive. Et aussi l'expédition qui vous prendra environ 1 mois et demi si vous voulez expédier par la mer. Donc, vous devrez aussi avoir un calendrier pour lancer l'ensemble de ce projet-là.
Deuxième thème, c'est de créer vos exigences produits. Alors, qu'en est-il des exigences produits? Alors, il y aurait-il en fait quelques règles que les gens devraient respecter ou préparer avant de contacter le fournisseur? Alors, avant de vouloir contacter le fabricant pour développer un produit, eh bien vous, donc en tant qu'acheteur, vous devez avoir des exigences très claires sur les produits et sur la manière dont vous souhaitez personnaliser le produit. Vous devriez avoir un fichier de conception, d'accord? Donc sous forme Excel par exemple. Et vous pouvez peut-être obtenir aussi un échantillon du produit. Peut-être que cela vient de vos concurrents, d'accord? Ainsi, vous pouvez en fait envoyer l'échantillon au fournisseur pour lui montrer que vous êtes prêt pour cela, au lieu de simplement en fait lui donner une photo du produit et lui demander un devis, d'accord? Et vous pouvez aussi donner au fabricant vos exigences détaillées pour le produit. Bon, ce sont des exigences telles que la qualité que vous voulez du produit, d'accord? Et quel genre de taux de défaut acceptable vous voulez que le fabricant garantisse, d'accord? Il faudrait que vous définissiez ce taux de défaut. C'est l'une des principales exigences de la qualité de produit, d'accord? Le prochain thème ici concerne donc la définition même du taux de défaut de produit. Et juste pour continuer donc cette conversation avec Jing, là nous touchons en fait un point très important. Quel serait un exemple d'une gamme de ce que les gens devraient rechercher pour les produits défectueux, d'accord? Est-ce que ce serait 5% de la commande donc de défectueux qui pourrait être accepté ou 10%? Quelle est cette bonne gamme en fait à utiliser dans l'expérience en fait d'un agent de sourcing? Eh bien, donc d'après Jing Sourcing, c'est une très bonne question car le taux de défaut diffère en fait des produits. Alors, si on prend par exemple les produits électroniques sur Amazon, donc les produits électroniques qui valent très cher, et peut-être que le prix du fabricant coûte à ce moment-là environ 10 à 20 $, d'accord? Et le taux de défaut devrait être aussi bas que 1%, voire 0%. Car pour ce genre de produits électroniques de grande valeur, eh bien, le fabricant demandera à son service de contrôle qualité de faire une inspection de chaque produit et tester les fonctionnalités avant l'expédition. Et pour ce genre de produit, en fait, bien sûr, ces taux de défaut devraient être aussi bas que possible, donc inférieur à 1%. Et aussi pour certains produits à usage quotidien, il est normal que, bon, vous devriez avoir des taux de défaut de 5%, 3%, ça dépend en fait de votre négociation avec votre fournisseur. Donc, effectivement, cela dépend de la qualité que vous attendez et que vous obtenez du fabricant. Parfois, vous comparez les prix entre différents fabricants et peut-être que l'un des fournisseurs, en fait, propose le meilleur devis, le prix le plus bas. Et en ce qui concerne, en fait, le taux de défaut, peut-être que le taux de défaut qu'ils peuvent contrôler est de 5%. Et si vous voulez réduire un taux de défaut de 5% à environ 1%, alors ils vous diront que d'accord, nous devrions ajouter un processus pendant l'inspection où nous devons en fait choisir les produits défectueux et cela signifie donc que le coût de fabrication du lot augmente. Donc, ils vous demanderont en fait que vous deviez augmenter le prix, d'accord? Ensuite, le thème suivant concerne la planification de l'inspection de votre stock, d'accord? En termes d'inspection de produits, donc il faudra avoir un taux de défaut de 5%. Un bon chiffre pour en fait choisir votre premier stock. Si ce n'est pas un produit cher, mais un vendeur ou un acheteur doit-il, en achetant en fait ces produits au fabricant, eh bien doit-il procéder à une inspection par une entreprise tierce, donc, et devrait-il en fait confier justement l'inspection à un inspecteur, donc partenaire d'Alibaba, ou devrait-il simplement compter sur le fabricant pour que le fournisseur en fait effectue sa propre inspection et produire de bonnes unités? Quel serait le conseil d'un agent de sourcing tel que Jing sur ce sujet? Alors,
Pour le contrôle indépendant, bien sûr, c'est très bien d'embaucher un partenaire d'Alibaba, d'embaucher un service tiers qui fera l'inspection. Alors, pour un service tiers, justement, le coût est d'environ de 200 à 300 $. Donc, voilà, pour une personne, pour un jour, donc pour une charge de travail, d'accord? Et si bien que lorsque vous passez commande, en fait, vous puissiez dire au fabricant, d'accord, que l'intégralité du solde sera payée après l'inspection et vous enverrez en fait une inspection par un tiers, donc, pour visiter les locaux du fabricant. Et ensuite, le fabricant se sentira obligé de ne pas payer le solde s'il n'a pas bien fabriqué le produit. Et quand vous voulez vendre un produit, en fait, vous voulez bien sûr vendre le produit à long terme. Et vous devez aussi maintenir une bonne relation avec le fabricant. Alors, cela signifie que vous allez commander à nouveau le produit. Et dans les premières commandes, vous pouvez engager en fait une société d'inspection tierce. Si la qualité du fabricant est bonne et qu'il s'agit d'une personne très responsable, eh bien, vous n'avez pas besoin d'engager une société d'inspection tierce à l'avenir. Maintenant, le prochain terme, c'est le choix du nombre d'inspections. Alors, si j'arrête maintenant, moi, en tant qu'acheteur auprès de ces fournisseurs, si j'arrête d'embaucher justement des services d'inspection en cours de route, est-ce que la qualité donc, de mon produit, de mon stock, va-t-elle baisser? Alors, la chose la plus importante est la suivante. Pouvez-vous penser si le fabricant est digne de confiance? S'ils sont fiables après quelques commandes? En fait, le fabricant veut une relation à long terme. Si le fabricant ne se comporte pas si bien au début en fait, de la transaction, dans la première commande, cela signifie que dans les commandes suivantes, bien sûr, vous devrez toujours engager une société d'inspection certifiée. Voilà. Passons à l'autre thème. Alors, il s'agit ici de viser des affaires à long terme, d'accord? Alors, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de créer une relation à long terme avec le fournisseur parce que vous, en tant que vendeur sur Amazon FBA, vous allez en faire une affaire à long terme, d'accord? Moi, personnellement, en fait, j'ai des fournisseurs ou des fabricants avec lesquels je ne fais pas d'inspection parce que je sais s'ils produisent ou pas, en fait, de mauvaises unités. Alors, je ne fais pas d'inspection, en fait, des produits qui sortent de ces fabricants-là parce que je travaille avec eux depuis longtemps. Alors, les clients vont me dire, OK, cet article manquait, mais cet article a été cassé, OK. Alors, je dois y retourner vers mon fournisseur. Alors, si cela devient assez grave, donc si les plaintes commencent à répéter, eh bien, je ne commanderai plus chez ces fournisseurs. Ils vont perdre leur business, d'accord? Et effectivement, je suis d'accord sur le fait de travailler, de penser en termes d'affaires à long terme pour le business Amazon FBA et donc de tisser ce positionnement de relation à long terme avec un fournisseur, d'accord? Maintenant, nous pouvons faire de plus grosses commandes à l'avenir à ce moment-là. Et tout est tourné en fait vers ce côté à long terme parce que je sais que c'est aussi très apprécié en Chine, ce type de relation commerciale à long terme. Et aussi une autre chose très importante est si vous voulez en fait embaucher une société d'inspection tierce, eh bien, ils font juste la vérification aléatoire comme un pourcentage, en fait, jusqu'à atteindre un certain pourcentage de 5%. Et voilà, ils sont tellement à cheval avec ce niveau donc d'échantillonnage de produits standard, en fait. Mais généralement, le pourcentage de vérification est très faible. Et voilà, vous ne pouvez pas, dans ce genre de situation, en fait, contrôler le taux de défaut à moins de 1%. Parce que si le fournisseur ou l'inspection, en fait, ne contrôle que 5% de votre stock, il serait difficile, effectivement, de contrôler un taux de défaut à moins de 1%. Donc, ils veulent... Mais parfois, les clients, donc les vendeurs Amazon, en fait, donc les clients de ces fournisseurs, ils veulent des produits avec
moins de 1% de défaut. Et dans ce genre de situation, ils viendront en Chine et ces agents d'inspection en fait les aident à inspecter le produit un à un. Bon. Et donc, comme un agent comme Jing en fait possède un entrepôt et ils ont des travailleurs dans l'entrepôt. Et donc, les clients, ils demanderont aux fabricants d'expédier tous les produits dans l'entrepôt de l'agent de sourcing. Et l'agent de sourcing, en fait, embauche des personnes pour réaliser l'inspection complète, pour sélectionner tous les articles défectueux et les enlever du stock qui va partir en Europe, par exemple, ou aux États-Unis. Et là, un agent peut facturer à un prix relativement bas, c'est-à-dire 5 $ l'heure. Bon, effectivement, c'est une main-d'œuvre très bon marché en Chine. Et aussi, un agent de sourcing tel que Jing peut aider aussi le client à s'assurer que l'usine, en fait, produit justement à un taux de défaut à moins de 1%. D'accord ? Maintenant, le prochain thème consiste ici à élaborer une stratégie pour les tarifs d'expédition. Alors, nous, en tant qu'acheteurs, en fait, nous approvisionnons en Chine, d'accord ? Mais les tarifs d'expédition sont astronomiques en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'un agent de sourcing pense des tarifs d'expédition? Est-ce que ces tarifs vont baisser? Et il existe-t-il un moyen de s'approvisionner ou de travailler avec des fournisseurs ou des fabricants pour obtenir en fait des tarifs un peu plus bas, tout simplement par unité? Voilà. Alors, comment pouvons-nous en fait rester rentables pendant la crise du transport maritime jusqu'à ce qu'elle redevienne un peu plus normale et plus rentable pour tout le monde en fait dans le processus? Alors, pour les questions de tarifs d'expédition, alors tout dépend en fait de la situation pandémique dans le monde, bien évidemment. Et personne ne peut prédire quand la pandémie prendra fin. Et c'est la même chose aussi pour les frais d'expédition. Alors, l'année dernière, donc, lorsque la pandémie a éclaté, beaucoup de compagnies maritimes, donc comme les petites compagnies maritimes, ont fait faillite. Donc, le reste des compagnies maritimes, comme les grandes compagnies, vont gagner, eux, plus d'argent. Alors, la Chine a beaucoup de produits expédiés vers le reste du monde et il y a moins de conteneurs de navires disponibles qui reviennent, en fait. C'est pourquoi, en fait, il ne met pas autant de navires disponibles partant de Chine comme chaque semaine. Avant la pandémie, en fait, il y avait des navires qui partaient, en fait, presque tous les jours. Mais les choses ont changé. Là, en Chine, en fait, ils n'ont pas d'autre choix pour éviter directement les frais de transport onéreux. Donc là, je suggère effectivement là de choisir des produits qui sont des produits de petit volume, la plus petite taille, et donc avec une valeur plus élevée, une valeur marchande plus élevée. Et donc, le coût du transport maritime ne serait pas aussi cher. Et vous avez aussi le coût du transport aérien qui n'est pas si cher par rapport à une époque où il n'y a pas de pandémie. Effectivement, maintenant, le tarif d'expédition maritime devient 7 fois plus cher qu'avant. Et je serais d'accord qu'avec le transport maritime, il faut choisir des petits produits. Bon, avec une valeur marchande plus élevée, par exemple, de 4 $, par exemple, au moins 4 $ de plus par produit à expédier maintenant par rapport à une valeur marchande de 2 $ avant la pandémie. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime pour tout simplement l'algorithme de YouTube. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Vous allez trouver en fait l'intégralité de cette vidéo dans l'étude de cas d'un produit de niche. Alors pour les personnes membres en fait de cette étude de cas, il suffit tout simplement de vous loguer dessus et d'y aller ici dans la zone en fait du sourcing produit en Chine ou en Asie pour Amazon FBA. Pour les personnes qui ne sont pas encore membres de cette étude de cas, vous allez tout simplement télécharger donc l'e-book qui se situe donc ici en description de la vidéo
et vous allez accéder à la présentation, donc la page de présentation de cette étude de cas, et comme ça, vous pouvez y accéder. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner, et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait comment trouver des produits à long terme pour Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.